Oui. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique. Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie. Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Lux FM avec Sylvie Zingamoko. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'expérience humaine avec un sujet qui touche des millions de personnes à travers le monde, le diabète. Dans cette émission, nous allons donner la parole à ceux qui au quotidien vivent dans cette condition de diabétique. Le diabète, une pathologie qui ne se résume pas à des chiffres sur une glycémie, mais une réalité complexe qui impacte chaque aspect de la vie. Ainsi, dans ce studio 50 de Lux FM, j'ai le plaisir de recevoir 2 diabétiques qui ont compris que le diabète n'est pas une fatalité en soi, mais juste une question d'autogestion. Préparez-vous à être touché, ému et à être inspiré. Bienvenue dans Moment de partage. Alors, Monsieur Mpassiges, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, à vous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous également, Madame Kikongo Ardiel, d'être participante de cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Comment vous sentez-vous? Non, ça va. Vous êtes à l'aise? Oui. Super. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs que c'est Moment de partage et je vous souhaite encore une fois de plus la bienvenue. Monsieur Gess, dites-nous, à quand remonte votre histoire? Mon histoire diabétique commence il y a quelques années, je dirais. Dans quelques jours, je vais avoir 12 ans de diabète, donc ça fait quand même un bon bout de temps. On m'a diagnostiqué le 17 novembre 2011. Donc aujourd'hui, ça fait 12 ans. Vous vivez avec la maladie? Au quotidien. Ouais. Et vous aussi, ça fait très longtemps que vous avez été diagnostiqué? Oui, ça fait bientôt 13 ans. Et comment avez-vous su que vous étiez diabétique, Monsieur Gess? Pour moi, c'est par le plus grand des hasards. C'est que je perdais du poids. On est passé à l'hôpital. Souvent, la nature humaine voudrait que ça soit une autre maladie que le diabète. On pense pas de prime abord au diabète. Donc, on m'a fait beaucoup d'examens qui n'ont pas révélé grand-chose. Mais à la fin, à la dernière minute, on s'est senti quand même de l'obligation de faire. Dans le tout là, fallait aussi faire la glycémie et tout. Donc, quand on a fait la glycémie, c'est là où ça a révélé que j'étais diabétique. Et vous étiez accompagné des parents? Non, j'étais accompagné de mon père. J'ai pas percuté à l'instant, mais je savais que c'était quelque chose d'assez grave. Et est-ce que ça a été la même chose pour vous aussi? Oui, pour moi, c'était déjà remarqué parce que premièrement, j'avais perdu du poids. J'étais à 55 kilos, je suis passée à 30 kilos. Mais les parents croyaient que ça pouvait être le palio ou autre chose. On essayait de traiter et tout, ça ne marchait pas toujours. Et après, j'ai constaté, je pissais maintenant beaucoup, je mangeais beaucoup et ça ne changeait pas. On pouvait tout faire, mais ça ne changeait pas. Et maman pensait m'emmener à la gynécologie pour essayer de savoir peut-être j'avais une autre maladie. Mais arrivé là-bas, on nous a prescrit les examens. C'est là où on a découvert que j'étais diabétique. Ma glycémie était vraiment élevée. À cet âge-là, qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que vous étiez sujet diabétique? Ça avait fait mal. Suite aux rumeurs qu'on entend dans la société, c'était pas facile à digérer ça, mais avec le temps, on a compris. Et vous aussi, Monsieur Gess, vous avez accepté votre condition? Non, l'acceptation, ça vient après. Quand on découvre, on comprend pas déjà la portée de la maladie. On se dit, c'est comme le palu, on aura un traitement de 2 semaines et puis ça va finir. C'est après, quand on vous explique les enjeux, quand on vous explique jusqu'où vous allez vivre avec la maladie, que ça va devenir un peu pesant, physiquement et mentalement. Mais sinon, de prime abord, quand on vous dit que vous êtes diabétique, vous vous dites, c'est comme une toute autre maladie, je vais guérir. Dans 2 semaines, je vais guérir. Je serai remis sur pied et tout. Et ce n'est qu'après qu'on comprend la profondeur ou la grandeur de la chose. Mais est-ce que ça vous a effrayé quand même, quand vous avez appris que c'est une maladie qui n'est pas assez simple? Est-ce que ça vous a fait frémir au-dedans de vous? Non, mais ce qui est sûr, les médecins ont su enrôler ça avec cette touche de douceur là qu'on les connaît. Par leur façon de parler, on a compris que c'était une maladie assez grave, mais qu'on n'allait pas forcément y passer. Donc, il y avait ce côté-là espoir qu'il y avait à côté aussi. Ok. Madame, j'aimerais savoir, tout à l'heure vous avez dit que vous perdiez du poids, vous mangez beaucoup. Est-ce que ce sont des signes qui accompagnent la survenue du diabète? Oui, ce sont des signes qui accompagnent. Déjà, quand vous constatez que si vous avez un enfant qui pisse maintenant beaucoup, mange beaucoup
et il a souvent soif. Donc, ça veut dire que l'enfant peut être aussi sujet d'un diabète. Quand c'est comme ça, là, il faudra emmener à l'hôpital, diagnostiquer, savoir est-ce que l'enfant n'est pas en hyperglycémie, est-ce que c'est une autre maladie. C'est bien ça, monsieur Jess? Ah oui, c'est ça. Mais c'est se caractérise parce que tous on mange, hein. Il y a des enfants qui ont beaucoup d'appétit. Qui mangent beaucoup aussi, voilà, c'est ça. de façon naturelle. Maintenant, le diabète, c'est pas forcément avoir de l'appétit. Non. Quand on dit manger beaucoup, c'est pas de l'appétit. C'est que on a faim, excessivement faim. Malgré qu'on ait mangé, on a le ventre ballonné. On a toujours faim. Mais on a faim. On sent vraiment qu'il y a ce besoin-là de vouloir encore manger. C'est comme ça, on se rassasie pas. Voilà. C'est à ce moment-là que ça doit inquiéter les parents, en fait. C'est à ce moment-là. Mais sinon, la majorité des enfants en croissance vont beaucoup manger. Alors, dès que on vous a pris la nouvelle de votre état de santé, quels ont été les premiers défis auxquels vous avez dû faire face? Premièrement, ça a été la prise en charge. Parce qu'à l'époque, les produits diabétiques coûtaient extrêmement cher. Déjà que les gens, dans la vie quotidienne, disaient que c'était la maladie des riches. C'est pas parce que seuls les riches attrapaient ça, mais simplement parce que la prise en charge coûtait extrêmement cher. Donc du coup, le premier défi, ça a été la prise en charge qui n'était pas donnée et aussi la compréhension, l'acceptation de la maladie. Il faut passer de là où on mangeait n'importe quoi pour choisir ce qu'on doit manger. Et ça, pour un enfant, c'est pas évident. Déjà que pour une grande personne, c'est un défi. Maintenant, pour un enfant, c'est inimaginable, en fait. Il a envie de manger, mais on lui dit qu'il ne doit pas manger. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la maladie qui est là. Et ça, c'est un grand travail que les parents, que les médecins ont eu à abattre sur nous. Et surtout que la maladie a été découverte quand vous étiez tout jeune. Oui. On était déjà en phase de développement. On tendait vers l'adolescence. Donc, ça fait que il y avait beaucoup de défis. Parmi ça, il y a la prise en charge et l'acceptation. Surtout l'acceptation, c'était un grand travail. Et Madame Ardiel, de votre côté? Moi, je vais parler premièrement. J'avais changé une façon de prendre la maladie. Pourquoi? Parce que j'avais perdu ma mère après 6 mois de ma maladie. Quand j'étais diagnostiquée, ça faisait à peine 6 mois. Maman est décédée du diabète type 2. Donc, à cause des complications du diabète. Donc, c'était pas déjà facile pour moi de surmonter ça. Toutefois, je me rappelais de ça et tout. Voilà, la société aussi, c'est comme me présenter. Tu as vu ta maman mourir comme ça. Et peut-être toi aussi, tu vas pas mettre du temps. Donc, ça a été vraiment un défi pour moi dans ce sens. Relever cela. Mais qu'est-ce qui vous a donné la force de surmonter cette phase-là? Ce qui m'a plus donné la force de surmonter cette phase, c'est le dialogue avec mon médecin. Toutefois, quand je partais, je posais des questions. Il m'a fait comprendre pourquoi ma mère était décédée tôt. C'était parce que elle était négligente. Elle était négligente. Et il m'a fait comprendre que je pourrais bien vivre longtemps avec la maladie si et seulement si je sois responsable. Sinon, depuis là, j'avais compris, ça va. Monsieur Jess, pourriez-vous nous partager une expérience positive, on va le dire, ou un triomphe que vous avez vécu malgré cet état? Il y a beaucoup de points positifs dans... Allez-y, ça va faire du bien à nos auditeurs qui nous écoutent. Bien sûr. Je ne dirais pas, je ferai pas l'apogée de fait d'être diabétique, je ferai pas la propagande, mais quand même, il y a ce côté positif-là. On se responsabilise très tôt dans la vie. On comprend qu'on est acteur dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose. Quand tu sais que tout ce qui t'arrive, tu peux ou ne pas... En fait, tu as quelque chose à faire dans ce qui t'arrive. Ça te responsabilise et ça te fait grandir mentalement. Tout à fait. Donc, ça, c'est un côté positif. Je dirais que le diabète m'a aidé à voir la vie du bon côté, à apprécier chaque moment de bonheur et à insuffler aussi la joie de vivre à d'autres personnes. Parce que quand tu sais que tu es diabétique, tu vas éviter de dormir rancunier avec une personne. Tu te dis, peut-être que demain, je serai plus là. Je voudrais pas laisser mon père ou ma mère sur un sentiment négatif. Donc, ça favorise la paix avec les autres. Il y a cette prise en charge-là, on comprend que la vie, elle est précieuse. On a tout ce qu'il faut pour la rendre encore plus belle et on est acteur, donc du coup on se lance dans la cause. Et Madame Ardiel, tu as une expérience à mettre à notre disposition? Eh ben, comme ce que vient de dire Jess, c'est d'abord la responsabilité. J'ai été responsable plus tôt depuis que j'ai su que j'étais diabétique, mais en dehors de cela, ça m'a poussé aussi à beaucoup travailler. À l'école, à travailler à l'école, je travaillais dur. Je me disais que je dois changer un peu en fait la façon des gens
de voir les choses, de ne plus dire que le diabète c'est une fatalité, de comprendre qu'avec le diabète on peut aller loin, on peut suivre ses études, on peut faire tout ce qu'il faut, que rien n'est impossible avec le diabète. On peut travailler, on peut travailler, faire tout ce qu'il faut. Oui, tout ce qu'il faut, oui. Déjà quand j'ai commencé mon diabète, je n'avais pas le BPC, j'ai eu le BPC dans le diabète, j'ai eu le bac dans le diabète, je suis aussi arrivée à l'université, bien que d'autres choses n'ont pas marché, mais oui, je suis arrivée quand même loin. Donc le diabète ne m'a pas empêché à faire certaines choses. D'où je me dis que c'était déjà un bon sens de responsabilité pour moi. Et la maladie m'a aidé à être un peu plus responsable, plus prudente. Alors, Monsieur Jess, comment faites-vous pour gérer votre glycémie au quotidien? Je vais reprendre une phrase que le médecin nous a toujours racontée. Il a dit que le médecin diabétique, c'est le patient, pas le médecin. Lui, il comprend pas. Il explique en fait les symptômes, mais il ne vit pas. Voilà. Il ne vit pas. C'est pas comme le palu ou un médecin qui te parle du palu. Lui aussi, il est passé par là. Voilà. Mais le diabète. Il a été piqué par un anophèle et puis voilà. Il a peut-être suivi un traitement et après il a recouvert sa santé. Exactement. Et il pourra mieux expliquer à quelqu'un d'autre qui est atteint de cette maladie comment faire pour se prémunir, qu'est-ce qu'il faut prendre, ainsi de suite. Voilà, exactement. Alors que pour le diabétique, c'est pas la même chose. Le docteur qui te parle, il n'est pas diabétique, il ne comprend pas. En fait, il explique quelque chose qu'il ne vit pas. Donc, dans un monde idéal, ça devait être les patients qui devaient former les médecins, mais comme ça fait que ce côté-là de patient qui va aider le médecin à comprendre la maladie, ça te donne encore un peu plus de motivation et ça te pousse à bien prendre soin de soi et à écouter les conseils qu'on te donne. Il y a beaucoup de conseils qu'on donne concernant l'alimentation, par exemple. Tu ne dois plus manger n'importe quoi. On va t'interdire les sucres ajoutés. On va t'interdire de manger trop gras. C'est les seules choses qu'on va t'interdire. Sinon, pour les autres choses, tu peux faire. Mais avec toujours ce côté modération. Madame Mardiel, est-ce que vous pensez que le suivi régulier de sa glycémie est vraiment important pour un sujet atteint de diabète? Oui, c'est vraiment important. Pourquoi déjà? Parce que aujourd'hui, pour maîtriser d'abord ton corps au début, tu dois avoir un bon suivi de toi-même. Parce que chez nous, les diabétiques, on est souvent exposés aux hypos comme aux hyper. Imagine que tu ne sors pas avec ton appareil, arrivé quelque part, tu faisais une hypoglycémie. Si tu n'as pas vraiment la maîtrise de ton corps, qu'est-ce qui va se passer après? Déjà avec l'hypoglycémie, peut-être pour 40 minutes, quelqu'un peut se retrouver au coma. Or, quand tu suis bien ta maladie, tu sauras aussi bien les symptômes de ta maladie, tu sauras comment marcher. Dès que je sais, par rapport à ces symptômes que je présente, je suis en hypoglycémie, je dois me resucrer. Par rapport à ces symptômes que je présente, je suis en hyperglycémie si je n'ai pas les produits. Madame Mardiel, vous allez continuer, mais j'aimerais que vous reveniez sur quelque chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici qui s'ignorent être malades, qui s'ignorent être atteints de diabète. J'aimerais que vous reveniez sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Quand vous ressentez de l'hypoglycémie ou de l'hyperglycémie, ça se manifeste comment? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de suivre cette émission, qui vivent bien ça, mais ils ne savent pas que c'est dû à cette maladie qu'on appelle le diabète. Ça se manifeste comment? Déjà, qu'est-ce que vous ressentez? Avec les hyperglycémies, ça dépend des organismes. Tous, on ne ressent pas les mêmes symptômes. Mais quand même, il y a des symptômes clés aussi. Je peux prendre par exemple le cas, si tu pisses déjà beaucoup, ça doit attirer ton attention. Ça là, c'est tout le monde qui peut présenter ces symptômes en hyperglycémie. Moi, personnellement, je vais parler de moi parce que c'est ce que je vis au quotidien, oui. J'ai des migraines intenses. Après, je deviens très nerveuse. Tu peux voir quelque chose que je pouvais comprendre, mais après, je manifeste de l'incompréhension. Et en dehors de ça, j'ai souvent soif fréquent. Et la famine aussi. Déjà, quand je ressens déjà ces symptômes, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Si j'ai mon injection, je dois m'injecter. Parce que nous, on est diabétiques de type 1, on s'injecte. D'accord. Si j'ai mon injection, je m'injecte par rapport à la glycémie faite. Parce que lorsque tu présentes ces symptômes, tu as ton appareil. Tu prends ton appareil, tu contrôles la glycémie pour vérifier est-ce que tu es réellement en hyperglycémie. Il se peut que parfois, c'est juste un palu qui commence aussi à t'attaquer et tu présentes les symptômes. Là, tu te dis que tu es en hyper, tu t'injectes. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. À ce moment-là, je prends mon appareil, je contrôle. Et si je suis en hyperglycémie, qu'est-ce que je fais? Je m'injecte. Si le père aussi n'est pas si grave que ça, peut-être je suis dans l'intervalle de 1 ce soir, tout 1 seconde. À ce moment-là, je peux faire du sport, prendre beaucoup d'eau pour dégager de l'énergie ou encore libérer le sucre par les urines. Et là, je pourrais reprendre ma glycémie normale. Est-ce que c'est les mêmes symptômes que vous ressentez
affecté quand vous êtes en hypo ou en hyperglycémie? Oui, c'est un peu la panelle, quoi. C'est un peu les mêmes choses que nous ressentons tous. D'accord. Mais ça diffère Donc, aussi, ce sont des comme elle signes a dit. généraux, hein. Voilà. Ça diffère d'une personne à une autre. Mais il y a l'hypoglycémie, par exemple, moi je veux parler de l'hypo, elle a parlé de l'hyper. L'hypoglycémie, ça se ressent par déjà de la prise de décision. Quand tu es amené à prendre une décision, tu vas plus juger beaucoup de paramètres. Il y a des décisions que tu vas prendre de façon arbitraire. Même traverser une voie, normalement, la notion de prudence voudrait qu'on regarde à gauche et à droite avant de traverser. Mais toi, parce que tu es en hypo, tu te crois comme un super humain. Comme si tu es seul sur la voie, quoi. Voilà, les voitures n'existaient même pas. Exactement. Tu prends une décision de façon arbitraire comme ça et tout. Donc, l'hypoglycémie, c'est le fait que le sucre soit devenu trop bas dans l'organisme. Et là, ton organisme envoie des messages qui n'ont rien à voir avec la réalité au cerveau. Et le cerveau peut même halluciner et tout. Ça fait qu'on devient colérique, qu'on reprend d'une façon un peu... Il y a des sauts d'humeur. Voilà, exactement. Et ça fait que même dans la famille, qu'on ne comprenne pas parfois sa réaction. Mais au fond, c'est lié à l'hypoglycémie. Justement, est-ce que cet état-là affecte vos relations familiales ou amicales? Beaucoup. Parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Quand on te comprend pas, les gens auront peur de toi. Donc, dans la vie en général, les gens ne nous comprennent pas quand on s'injecte. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu es comme moi, tu as tout comme moi, mais toi, tu t'injectes et on comprend pas. Si on vous le faites au vu et au su de tout le monde, ou bien vous rétractez, vous le faites dans votre coin? Un diabétique doit apprendre à vivre avec sa maladie en public. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, on a besoin des autres. Quand on est en hypoglycémie, parfois, soi-même, on est en hypoglycémie. Ça fait 10 ans que tu portes la maladie, mais tu sais pas que tu es en hypoglycémie. C'est d'autres personnes. Beaucoup de malades qui s'ignorent. Voilà. Qui vont te regarder, vont te dire, mais toi, tu n'es pas comme d'habitude. Mais s'ils savent que tu es diabétique, directement, ils vont prendre des dispositions pour essayer un peu de savoir ta glycémie, elle est à combien, et ainsi de suite. Ils peuvent même te sauver la vie. Donc, il faut communiquer autour de soi qu'on est diabétique. Maintenant, quand on communique, par exemple, pour quelqu'un qui est enfant, il ne trouve pas les mots justes. Il peut pas expliquer à son ami qui a 6 ans que lui s'injecte parce qu'il est diabétique et que son pancréas ne produit plus assez d'insuline. C'est pas compréhensible déjà pour son ami et même pour lui-même, ça n'aura pas de sens. Il va peut-être répéter un serment qu'on lui a demandé de faire, mais au fond, ça n'aura pas de sens. Donc, c'est un peu ça. Pour nous, qu'on a découvert le diabète un peu grand, ça se comprend. Mais il y a d'autres qu'on découvre ou bien qu'on diagnostique diabétique à 2 ans. Donc, imagine le grand travail qu'il doit faire pour essayer un peu de sensibiliser son entourage de sa maladie, des trucs comme ça. Donc, c'est ça, en fait. Mais est-ce que faire connaître aux gens votre état ne va pas favoriser des stigmatisations? C'est ça, au contraire. Normalement, les gens, plus ils ont d'informations, au lieu de comprendre ou de s'allier de ton côté, ils vont vouloir un peu mettre les barrières et autres. Parce qu'on comprend pas. Ah, mais tous, on a grandi dans le même quartier, on a mangé les mêmes aliments, mais comment lui, il est devenu diabétique? On comprend pas, c'est inexpliqué. Les gens, plus ils ont parfois d'informations, plus ils vont te fuir. Plus ils ont d'informations, plus ils veulent découvrir encore plus la maladie et ils vont comprendre la maladie. Donc, la maladie, en elle-même, ça peut faire qu'il y ait ces stigmates-là, que ça peut faire qu'il y ait cette solitude-là vis-à-vis de la société et vis-à-vis des autres. Madame Ardiel, est-ce que cela a affecté vos relations amicales, puisque vous étiez toute jeune, ou encore familiales? Oui, ça a affecté, oui. Déjà familial, je veux parler d'abord de mon père. La première personne que ça affectait, c'était mon père. Mon père, déjà, ne croyait pas qu'un enfant pouvait être diabétique. Ah bon? Pour lui, c'était la sorcellerie pure. Donc, il ne voulait pas même que je prenne mon traitement. Mais ça a été un combat, alors? Oui, ça a été un combat. Et voilà pourquoi j'ai parlé au départ du sens de la responsabilité que le docteur m'avait appris. Donc, quand je partais à oui. Quand je partais à l'hôpital, mon père n'était pas informé. J'étais obligée parfois de fuir mes cours. Je vais à l'hôpital. Je vais consulter mon médecin. Je dois faire les examens. Je dois prendre mes produits. Je prenais mes produits. Mon père n'était pas au courant. Mais qui vous soutenait à cette époque-là? Mais oui, au début, c'était pas si facile comme c'était une enfant. Oui, comme monsieur G venait de le dire que c'était pas déjà facile au début. Les produits coûtaient très cher, très cher. C'était déjà 17 000, je pense, non? 17 000 une boîte. Oui, 17 000 boîtes, mais il fallait avoir au moins 2 boîtes. Le mois, il faudra préparer 3 boîtes pour le mois. Et si ton père ne veut pas t'aider,
comme ça là, vivons avec cette maladie, c'était pas facile. Ah oui. Et là, ce que je peux dire, c'est remercier mon médecin parce qu'il était toujours là à mon secours. Toutefois, quand je n'avais pas de produit, j'arrivais à l'hôpital, peu importe le prix, il me donnait. Wow. Même quand je n'avais rien, j'arrive là, ben toi, je te sens pas en forme, je n'ai plus de produit, ça fait déjà une semaine, je suis en manque de produits. Et à ce moment-là, il prenait les produits, me donnait jusqu'à ce qu'il s'est battu pour qu'il y ait un projet des diabétiques. Oui, dès que le projet arrivait. Ça veut dire qu'il avait ce poids Oui, dans le cœur. oui, il avait ce poids dans le corps de voir les enfants. Les enfants étaient là. Beaucoup d'enfants venaient des familles démunies aussi. Et les parents étaient incapables de prendre en charge leur enfant. Le père peut accepter, la maman peut accepter la maladie. Mais si vous n'avez pas d'argent pour prendre soin de votre enfant, c'est pas facile. Donc, il s'est battu pour ce projet. Et c'est grâce à ce projet peut-être que nous aujourd'hui nous survivons. Permets-moi de te poser cette question. Oui. Vous êtes une fratrie de combien d'enfants? Nous sommes 9. 9. Oui. Est-ce que parmi les 9, il y a un frère ou une sœur qui est aussi dans la même condition que vous? Non, je suis l'unique. Tout d'abord, on doit comprendre c'est quoi le diabète. C'est que les gens disent sur le diabète, c'est pas vraiment ça. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a eu des rumeurs dans la société par rapport au dur des gens. C'est que les gens disent de la maladie, c'est pas ça. C'est pas parce que moi je suis diabétique et qu'ils me font doivent être diabétiques. Ou encore tes enfants seront diabétiques? Oui, mes enfants seront diabétiques. Il y a 2 types de diabète. Allez-y. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, c'est un diabète qui attaque plus les enfants. D'accord. Ça attaque des enfants de 0 à 30 ans. Mais le diabète de type 2, ça attaque plus les personnes âgées. Bien qu'on peut faire aussi exception, il y a des enfants, certains enfants aussi développent le diabète de type 2, mais c'est très rare. C'est plus souvent... Ce sont des cas particuliers. Ce sont des cas particuliers. C'est plus souvent les personnes un peu plus âgées. Oui. Mais non, avec le diabète de type 1, c'est pas un diabète héréditaire. D'accord. D'abord, ce qu'on doit comprendre, c'est ça. C'est pas parce que les parents sont diabétiques, voilà pourquoi l'enfant est diabétique. Beaucoup d'entre nous viennent d'une famille où il n'y a pas de diabétiques. Papa n'est pas diabétique, maman Même non les plus. arrière Ne l'étaient pas. Ne l'étaient pas. Mais l'enfant, Et diabétique. Les diabétiques. l'enfant est diabétique. C'est juste pour dire que le diabète de type 1, c'est pas un diabète qui est héréditaire. C'est un diabète qui est dû simplement au dysfonctionnement du pancréas. D'accord. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Personne ne sait. N'importe qui peut le faire. Personne ne se prépare, non, aujourd'hui que mon pancréas puisse avoir ces dysfonctionnements. Exact. Donc, ça peut arriver. C'est comme les cas de cancer, en fait. Tout le monde peut en faire. On se prépare pas à ça. Ça peut arriver à quel moment? Oui, c'est comme ça, le dysfonctionnement du pancréas. Et moi, c'est que j'ai, au départ, je me disais que j'étais type D parce que j'ai vu ma mère était type 2. Elle avait un diabète héréditaire parce que le diabète de type 2, c'est un diabète qui est héréditaire. Je me disais que j'étais type 2, mais mon médecin m'a fait savoir si j'avais hérité ça, j'allais être type 2 aussi comme elle. Alors que tu es de type 1. Moi, je suis de type 1, donc ça n'a rien à voir avec le diabète héréditaire de l'autre côté. Mais ça veut dire, puisque lorsqu'on fait un diabète héréditaire, forcément, on doit avoir des descendants qui vont en souffrir pour les types 2. On doit avoir des descendants qui vont en souffrir. Peut-être après, j'aurai peut-être un de mes frères ou bien une de mes sœurs qui pourra développer le diabète plus tard. De type 2. Le type 2. Le type 2 maintenant. Ça là, ça sera un diabète héréditaire. D'accord. Oui. Mais pas moi. Moi, je souffre du diabète qui est non héréditaire. Le diabète de type D, c'est comme je viens de dire, ça peut être dû à l'hérédité, dû à l'obésité aussi, le surpoids. Mais ça n'a rien de sorcellerie. Ça n'a rien de sorcellerie. Ça peut être l'obésité, comme je viens de le dire, le surpoids. Quand vous voyez l'enfant fait trop du poids ou encore vous-même vous constatez que vous prenez trop du poids. Déjà, nous ici au Congo, lorsque quelqu'un prend du poids, on a l'habitude de dire il a maintenant beaucoup d'argent. Au fond, tu es exposé. Alors que tu es malade. Tu es vraiment malade. Tu es exposé à beaucoup de maladies. Donc, quand tu constates que tu prends trop du poids, déjà, il faut vérifier ta glycémie. C'est très important. Il faut même déjà penser à faire le sport. Faut penser à faire brûler déjà les graisses. Brûler les graisses, oui. Pas seulement le diabète. Tu peux être exposé à plusieurs maladies. C'est ça. Oui. La prise de poids n'est pas vraiment une bonne chose. Non, oui. Donc, c'est un peu ça. Et d'où je vais dire que, donc, si je suis diabétique, ça veut pas dire que un de mes frères ou une de mes sœurs ne l'est ou ne le sont. Ne le sera ou comment. Si pour moi, je peux dire c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a un diabète héréditaire dans la famille quelque part. Mais pour d'autres personnes, ça va paraître presque impossible parce que elle a développé son diabète de type 1 comme tout le monde. Ben, ça n'a rien à voir avec la famille. Ça n'a rien à voir avec ses descendants qui viennent. Non. Tel que moi, j'ai un enfant. Mon fils n'est pas diabétique. Voyez-vous. Il a maintenant quel âge? Il a maintenant 5 ans. Voilà. Alors, dites-nous un peu, est-ce que vous pensez en guérir un jour?
disons, guérir, là, c'est peut-être, on va parler un peu de la foi, de la foi. Là, il faut faire intervenir la foi. Oui, là, il faut faire intervenir la foi. Mais la foi ne nous encourage jamais à arrêter de prendre son traitement pour prier. Si vous faites cela, c'est une grave erreur que vous commettez. Si on va parler de la foi, on va voir les exemples dans la Bible. Je peux prendre le cas de la femme à la perte des seins pendant 12 ans. Et elle a gardé sa foi pendant 12 ans. Je pense si pendant ces 12 ans, elle ne prenait pas quelque chose pour calmer, elle n'aurait jamais dû rencontrer peut-être Jésus-Christ. Je parle pas de la religion. Elle n'aurait jamais dû rencontrer Jésus-Christ. Donc, prendre une décision pareille, arrêter son traitement pour prier, c'est une grave erreur. Et tu dois toujours apprendre à avoir ce sens de responsabilité. Tu prends ton produit. Si Dieu va intervenir, un jour, le médecin, il interviendra. Le médecin pourra te dire, non, maintenant, là, tu dois arrêter tes produits. Parce que tu es guéri complètement. Parce que tu es guéri. Mais sinon, par scientifique, comment parlant, c'est déjà impossible. C'est quelque chose qui est impossible. C'est une maladie. Je vais mourir avec, mais je ne mourrai pas de ça. Merci bien, Madame Ardiel, pour tous ces éclaircissements, ainsi que toutes ces informations que tu as mis à notre disposition. Alors, Monsieur Gis, pour terminer, parce qu'on me signale de l'autre côté qu'il nous reste à peine quelques minutes, quels conseils souhaitez-vous partager avec d'autres personnes vivant avec le diabète? Très rapidement. Au risque de me réitérer, c'est que c'est une maladie comme toute autre maladie, mais c'est une maladie qui te responsabilise, toi particulièrement, toi qui m'écoutes. Si tu es diabétique, sache-le que c'est pas la fin de toute chose. Tu peux vivre avec ta maladie, avoir des enfants, travailler, voyager avec ta maladie, simplement en prenant en compte les conseils que donnent les médecins et aussi en te responsabilisant personnellement. Alors, être responsable, écouter les conseils des médecins, avoir une alimentation équilibrée, c'était là donc des conseils que nous avons reçus ici dans ce studio 50 de Luxe FM de la part de Monsieur Gess, qui était notre invité, ainsi que Madame Ardiel Kikongo. Merci à vous d'avoir encore une fois accepté de venir nous partager votre expérience dans cette émission Moment de partage. D'accord, merci à vous pour l'invitation. Merci. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. On vous dit à très bientôt pour un prochain numéro. Moment de partage. Vous avez vécu un fait, une histoire douloureuse, pathétique, mélancolique? Vous avez vécu une expérience surnaturelle où vous avez été témoin des merveilles de Dieu dans votre vie? Venez sauver une vie en partageant votre expérience ou en témoignant les merveilles de Dieu sur la 92.5 FM à travers l'émission Moment de partage. Moment de partage, c'est seulement sur Luxe FM avec Sifi Zingamoko.